Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, c'est la saison 6, l'épisode 218. Vous l'attendiez, et oui, depuis New York, depuis le bar du Harlow Hotel, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Cet hôtel est situé Midtown Manhattan et je suis toujours Laetitia et je suis toujours accompagnée d'Adrien. Et oui, malheureusement, toujours, Laetitia, toujours. Bonjour toujours. À tous. Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de poursuivre ou non le Dry January, en train ou non de boire un Moscow Mule. Non, bah, c'est pour toi, puisque tout le monde sait que je ne bois pas. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce Moscow Mule. Incisif, mais jamais méchant, tel est notre credo. On va parler weed, Laetitia, attention, sois prête. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment, sous drogue récréative ou pas, dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, retour sur le premier jour de la NRF. Pendant 3 jours, on vous fait un récap de ce qu'on a vu ou entendu. Cette série s'appelle et s'appellera toujours NRF pour notre récap français. Laetitia, Adrien, prêt. Synchronisation des montres. Laetitia, on est à New York comme chaque année en début janvier, on va dire. Mais nous, on aime bien faire des choses avant de commencer la NRF. Raconte-nous un petit peu ce qu'on a fait avant. Alors oui, la NRF, ça commence aujourd'hui le dimanche 12 janvier, et nous sommes arrivés il y a 2 jours. Et nous, ce qu'on aime bien faire en amont de la NRF, c'est faire nos petits store tours, visiter un peu des boutiques. Alors pas un peu, mais beaucoup innovantes. Donc en général, on fait des boutiques qui nous sont recommandées par des gens du retail ou pas d'ailleurs. Et puis on s'amuse à les visiter. Et puis parfois, on va de manière totalement fortuite visiter des boutiques. Et ce que je te propose, c'est qu'on va lancer une nouvelle rubrique, c'est la rubrique Store Tour New York. Ah, c'est STNY. On va déposer le nom de domaine bientôt. Bon alors, du coup, on s'est un peu séparés avec Adrien pour ces store tours. Adrien a fait une boutique qui lui tenait vraiment à cœur et qui nous a été conseillée par un membre de la communauté. Cette boutique s'appelle The Travel Agency et non, ce n'est pas une agence de voyage. Et non, effectivement. Alors en fait, en intro, je te dirais déjà, c'est vrai qu'avec le nom, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Faut savoir qu'à New York, il y a un peu plus d'un an, le cannabis récréatif a été légalisé à New York. Et depuis, le marché s'est ouvert à des concepts super innovants. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est comme si demain, tu vois, on te disait que jusqu'à maintenant, le stylo était illégal et qu'on va commencer à vendre des stylos. Comment est-ce que tu designerais une boutique? Alors je sais que ça serait un de tes rêves, toi, de lancer une boutique de zéro si tu avais fonds illimités. D'ailleurs, ça serait quoi, un Apple Store, non? Enfin, dans ce style-là. Ouais, c'est un truc hyper épuré, un peu comme la boutique dont je te parlerai tout à l'heure. Écoute, un peu et beaucoup comme la boutique dont je vais te parler maintenant, parce que du coup, une boutique qui part d'une page blanche et qui imagine comment est-ce qu'on pourrait vendre de la weed, du cannabis récréatif, l'exemple parfait, c'est The Travel Agency, l'agence de voyage. Alors, elle a été fondée en 2023, donc c'est littéralement hier. Et la Travel Agency, c'est une société qui est basée à New York, spécialisée dans la vente de cannabis récréatif haut de gamme et qui compte 3 dispensaires à New York. On dit pas magasin, on dit dispensaire, mais tu vas voir, c'est exactement la même chose. Alors là-bas, on n'est clairement pas dans la boutique classique où tu viens juste acheter un produit. Ici, tout est pensé pour te plonger dans une vraie expérience en mélangeant, Laetitia, tes 3 passions et mes 3 passions et vos 3 passions si vous nous écoutez. Le luxe, la technologie et l'expérience. Bon, le luxe, c'est peut-être pas ma passion. Mais il manque d'intelligence artificielle là-dedans. Peut-être qu'il y en a. Je crois pas. Les gens, ils sont pas en état d'avoir beaucoup d'intelligence. Mais justement, en tout cas, artificielle, on en a besoin dans ces moments-là. Bon, tu mélanges luxe, techno et XP, et là, t'obtiens quelque chose comme la Travel Agency. C'est immersif, sensoriel. Chaque détail raconte une histoire. Alors, j'étais tout seul. C'est triste, mais j'ai documenté ça. Je dis c'est triste parce que je sais que tu aurais complètement adoré le concept, parce que c'est vraiment du storytelling à l'état pur. Alors, raconte-nous, Adrien, quand tu veux acheter un produit. Alors déjà, est-ce qu'il y a plein de produits ou c'est uniquement du cannabis récréatif ou il y a un catalogue plus étendu que ça? Doucement, petit asticot, avant même de toucher un produit, tu arrives, tu entres dans l'univers. Et donc quand tu entres, tu as on te demande ta pièce d'identité. Voilà, c'est ça. Mais comme bon, déjà tous les dispensaires le demandent, mais c'est comme un petit peu, ils l'ont mis dans le délire. Tu vas prendre ton avion, ton vol, on te contrôle ton passeport. Donc là, t'as une zone de contrôle. T'as une zone de contrôle, donc tu ne vois rien de ce qui se passe et tu dois donner ta pièce et ensuite tu entres. Et quand tu entres, et là tu commences à entrer dans un univers un peu à part, très Applesque. Parce que tout est blanc, tout est sous cloche, sous vitrine, tout est épuré. Il y a combien de produits? Je dirais peut-être
plusieurs dizaines, peut-être une cinquantaine, soixantaine, mais tu sais pas, tous les produits ne sont pas exposés. Par contre, les produits, ils ont de la place. Ils n'ont pas cherché à surcharger. C'est par thématique. Il y a toujours un petit carton qui explique ce que c'est, etc. Donc, c'est vraiment en termes de merchandising, visuellement, déjà, c'est très, très joli. Et il y a même beaucoup d'espace qui est pris juste pour mettre des plantes. Alors moi, j'y connais rien du tout, mais t'as des plantes. Je fais semblant, genre j'y connais rien. Je suis un expert. Dire, tu connais rien parce que. En plus, moi, j'ai une tronche à fumer. Enfin, tout le monde m'a toujours dit, Adrien, toi, t'es un fumeur, alors que pas du tout. Et si tu confirmes que je fume pas? Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Tu vas lancer des rumeurs, mais ne se prononce pas. T'es une ouf. Non, mais ça va pas être. Bon, bref, peu importe. En tout cas, il y a des grandes plantes, ces trucs verts là, je sais pas quoi. Maintenant, je suis le mec qui connaît vraiment rien. Bon, bref, il y a des plantes sous cloche. On t'explique ce que c'est. Moi, j'y connais rien, mais je suppose que quand t'es un expert, tu dois adorer. Et il y a quoi aussi? Nos fameuses tablettes, les tablettes qu'on adore, les cliquer. Mais à quoi elles servent? Elles servent à consulter le catalogue. Tu ne peux rien acheter avec la tablette, mais tu peux tout consulter. Donc en fait, tu commences à rentrer ton email et ensuite ton nom, prénom, email. Tu choisis les produits que tu veux, tu les ajoutes au panier, tu fais acheter et c'est tout. Et t'as rien d'autre à faire. Et ensuite, tu poursuis ton parcours client. Et c'est vraiment, c'est littéralement le parcours client. Ton panier, il te suit tout au long de ton parcours d'achat. Parce que du coup, là, tu payes pas. Si je suis bien, c'est tout à la fin que tu vas payer. Tout à la fin, mais même là, tu as fait ta commande en ligne et tu vas payer offline dans le magasin. Donc, tu vas aller au fond du magasin. Et tu sais, comme quand tu passes la sécurité, là, il y a les, comment ça s'appelle, là, les trucs, tu fais en zigzag, là, bon, bref, j'en sais rien. Une file d'attente, quoi. Ouais, voilà, comme une file d'attente. Mais bon, tu sais, quand tu passes la sécurité, que tu as ton passeport, bon, c'est exactement le même délire. Et donc, et tout au long du passage, on va te donner des produits, on va te montrer l'histoire de certaines choses, on va te donner, je sais pas quoi, des trucs sous cloche, etc. Donc, t'es jamais ennuyé. Bon, en fait, il y a jamais de queue, il y a jamais personne. Donc, ils ont fait tout un truc comme ça, mais en fait, tu prends 3 secondes à le passer. Quand tu arrives au moment où il faut arriver, ils sont toujours sur les codes du voyage, genre, bienvenue, bon envol, vous êtes arrivé à destination. Et là, tu arrives avec le vendeur qui t'appelle, qui est derrière la caisse et qui t'appelle par ton prénom parce que tu as rempli. Il a le petit produit. Tu payes en tap to pay ou tu payes. Le packaging est bien? Moi, j'ai dit 0 en packaging parce que moi, je fais attention à la planète. Ouais, d'accord, mais ça peut être bien parce que jusqu'à la fin du parcours d'achat, voir s'il y a une délicate attention dans le sac. J'ai pas demandé. Enfin, il m'a demandé, j'ai dit non, j'en veux pas. Donne-moi ça, laisse-moi fumer dehors. Je veux dire, laisse-moi le prendre. Non, j'ai acheté de l'encens. En fait, t'avais pas les codes de la boutique, c'est ça? C'est peut-être ça. Et j'ai acheté. C'était dans du luxe. Généralement, dans le luxe, tu repars toujours avec un sac. Oui, à mon avis, les gens qui vont là-bas, ils vont juste. Non, mais c'était ma question. C'est ma question en fait, c'est quelle est la cible de ce genre de boutique? Franchement, je t'avouerai, je sais pas trop parce que le magasin était vide. Est-ce que ce sont des adeptes du cannabis récréatif et qui ont envie, parce que c'est leurs habitudes de consommation, de retrouver les codes du luxe, ou ça s'adresse à des touristes, parce que c'est aussi dans une archi-touristique. Je suis passée dans la boutique. Ouais, peut-être. En tout cas, c'était... alors, j'ai acheté de l'encens. Je vais juste clarifier bien la situation. Oui, parce que c'est vrai que... Alors, tu as parlé que de cannabis récréatif et d'autres choses. Et puis là, moi, j'achète de l'encens. Bah oui, pas très crédible, tout ça. Ouais, bon, en tout cas, bon. Et en tout cas, ce qui est sympa, c'est le programme de feed qui s'appelle le Frequent Flyer, quoi. Travel Club Frequent Flyer. On t'explique que on te donne 10% si t'achètes, si tu... Bon, bref, ça, c'est relativement classique, finalement. Tu gagnes des points, etc. Alors, pourquoi j'ai bien aimé? Parce qu'on est complètement dans l'univers du voyage et puis ça s'y prête bien quand tu prends du cannabis, quand tu fumes et que tu pars dans ton trip. Donc je suppose que ça colle bien au produit. C'est très très classe. C'est vraiment bien pensé. C'est hyper moderne. T'attends pas. Et puis à l'américaine, il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider, pour sourire, pour te renseigner. Les gens, ils ont des t-shirts qui sont brandés. Il y a toujours tous les petits codes du voyage qui te suivent partout. Donc vraiment pour moi, c'est un... Tu t'es pas encarté, tu t'es pas mis dans le programme de feed, t'as pas voulu voir à quoi il ressemblait. Laetitia, je ne remettrai jamais les pieds là-dedans. Je vais pas te dire bon bref, non, c'est pas, je suis pas la cible cliente, mais toi je te conseille d'y aller, ça te ferait peut-être du bien. Ça me ferait du bien. Voilà, exactement, tu reviendrais vraiment transformé de ce voyage exactement. Donc j'ai adoré ce store tour, ce travel agency, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Moi j'ai beaucoup aimé et donc je te conseille Laetitia, si à l'occasion tu peux t'y rendre, d'aller faire un tour. Laetitia, toi tu as visité un autre magasin et tu vas m'en parler parce que je crois que ce magasin, quand même, il a fait beaucoup de bruit. Il a fait sensation et moi, j'attendais son ouverture depuis très longtemps. Ce magasin, c'est Skims. Skims, c'est la marque de Kim Kardashian. Donc, j'ai été un petit peu vérifiée. Non, elle ne l'a pas montée toute seule, cette marque. C'est une marque de shapewear. Est-ce que tu sais ce que c'est que le shapewear? Oui, parce qu'on en a parlé dans le podcast. C'est les produits qui te collent à la peau et qui sont de couleur peau éventuellement, qui sont très confortables. Mais je te laisserai expliquer ça. J'utilise mes propres mots. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. En tout cas, ce sont des produits qui sont initiés pour
pour parfaitement coller à ton format de corps en fait, et parfois même le redéfinir. Donc ça reprend un peu des codes des gaines et toutes ces choses là. Et puis ça colle vraiment aussi au corps de Kim Kardashian qui est sculpté. Donc on est sur alors pas que de la lingerie, il y a de la lingerie, mais il y a aussi de l'habillement sur des choses qui vous sculptent le corps. Et donc Skims, c'est une marque qui a été créée en 2019 par Kim Kardashian, mais pas que. Derrière, elle a une espèce de spin doctor, des grands fous furieux du marketing et qui ont fait naître pas mal de marques. Mais c'est surtout une DNVB à la base, Skims. Ouais, j'allais te poser la question, c'est online et là c'est la première fois qu'ils ouvrent un magasin physique. Alors, ou c'est quoi l'histoire? C'était online pendant très longtemps et puis après il y a eu des points de vente, donc c'était disponible notamment chez Nordstrom. Nordstrom aux États-Unis, c'est on va dire l'équivalent d'un peut-être Galeries Lafayette, ouais je dirais, parce qu'en fait tu as une distinction entre Nordstrom et Nordstrom Rack qui est un peu du déstockage. Mais en tout cas tu les trouvais beaucoup il y avait toujours chez Nordstrom, tu as un corner Skims. Et je crois que la première année de Skims, on était déjà sur plus de 2 millions d'euros d'achat de chiffre d'affaires en ligne. C'est phénoménal. Donc, une marque très jeune qui décide d'ouvrir sa première boutique à New York. Et la boutique, elle a été ouverte j'ai demandé, elle a été ouverte le 1er décembre 2024. Donc, c'est une boutique. Et hier, elle a un mois à la boutique. C'est un truc. Et alors, tu voyais que c'était tout neuf, tout pimpant, reluisant? Alors, et je pense c'est tout neuf, tout pimpant, tout reluisant, et ça le restera. Pourquoi ? Parce que c'est un musée en fait cette boutique, donc c'est sur la 5e avenue. Pour te situer un peu où est-ce que c'est entre Cartier et Longchamp, et en face t'as le Nike Store et pas très loin t'as l'Apple Store. Enfin voilà, t'es quand même dans un quartier où le chiffre d'affaires moyen, le panier moyen est quand même très très élevé. Kim Kardashian elle a ouvert sa boutique entre Cartier et Longchamp et il y a une file. Il y a une liste d'attente, non, mais il y a une file pour pouvoir rentrer dans la boutique. T'as fait la queue? Tu fais jamais la queue? J'ai fait la queue, 20 minutes. Je t'avouerai que j'ai soufflé et en fait, je me suis dit non, je vais y aller. 1, parce que j'aime la marque. 2, parce que cette boutique, je voulais la visiter, elle m'intriguait. Dans la queue, il y avait que des femmes? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a aussi des vêtements et du shapewear masculin. Et alors, c'est très woke ce que je vais dire, mais en fait, tu avais même des hommes qui, j'ai vu, ou des transgenres, je sais pas, mais en tout cas qui achetaient des vêtements plutôt à connotation féminine. Et vraiment, j'y connais rien. Et les gens qui font la queue, les femmes, c'est de tous les âges, de toutes les couleurs. Il y avait de tout. C'est ça? Il y avait des de jeunes, tout, des vieux, des blancs, des noirs, il y avait des gros, absolument de tout. Et je pense que c'est ça la magie de Skims et de Kim Kardashian, c'est qu'elle a réussi à parler à tout le monde. Et tu vas bientôt me poser la question, ça s'adresse à quel type de corps? Tu as tous les corps qui sont représentés parce qu'en fait, dès que tu rentres dans cette boutique, c'est un musée, ça ressemble beaucoup, je sais pas si tu l'as déjà fait, je me souviens bien, non, le musée Guggenheim qui tourne. Bien sûr, voilà, on est sur ça. Guggenheim, et on est sur 5 Belgique. étages. 5 étages. Maintenant, le catalogue Skims, c'est un catalogue quand même très restreint. Je pense que tu as peut-être une dizaine de produits, mais déclinés en différentes couleurs. Et tu le disais tout à l'heure en introduction, on est plutôt sur des couleurs de peau. Donc, on va être sur un noir, un beige, un marron. Parfois, tu vas avoir une déclinaison sur du bleu, du rose, mais là, on est sur de l'exception et pas vraiment sur de l'underwear d'ailleurs. Quand on est sur ces couleurs. Une seconde, tu fais la queue et tu fais la queue parce qu'ils veulent un certain nombre de personnes dans le magasin pour pas gêner le flow. Alors voilà, il faut pas gêner le flow. Parce que c'est aussi comme dans un musée en fait, on contrôle le nombre d'entrées, ou comme quand tu es à Disney, on va contrôler pour pas qu'il y ait trop de monde, et puis surtout pour rendre l'expérience client totalement fluide et pour que tu puisses rester le maximum de temps dans cette boutique. Et du coup, quand toi tu étais à l'intérieur, déjà tu te sens privilégié, donc tu vas pas partir tout de suite, mais il y avait beaucoup de monde ou pas? Alors déjà agréable. Quand tu rentres, tu as une énorme statue qui a fait polémique. Ouais, je l'ai vu dans la rue ça. Cette statue qui est un peu à la Rodin, tu vois, il y a pas de tête, il y a pas de bras, c'est un buste exactement. On sait pas trop si c'est une femme, si c'est un homme, en tout cas c'est quelqu'un qui a des formes. Et ça c'est vraiment l'ADN de Skims. Il n'y a pas de portrait de Kim Kardashian. Il n'y a rien du tout mais tu le sais de toute façon, elle est incarnée partout. Et elle est incarnée même jusque dans quoi? Jusque dans les vendeuses. Les vendeuses, c'est des copies de Kim Kardashian dans les formes, dans le maquillage, dans les ongles, dans tout ça. Mais il y a aussi des vendeurs hommes. Donc voilà, vous n'avez aucun portrait de Kim Kardashian. Et d'ailleurs, c'est comme un musée en fait. C'est très épuré. On est sur du blanc, du beige, du marbre, 5 étages. Et sur chaque étage, entre les étages, vous avez 5 étages. Sur 5 étages. Alors voilà, moi je me suis dit, surtout quand tu as un catalogue hyper restreint, en fait, elle a bien fait le truc. Elle a mis ses produits phares, ceux qu'on connaît, qui sont principalement le body, la bralette et la culotte, très connus qui sont très bien vendus chez Skims. Ça, c'est les produits d'appel que tu retrouves tout de suite et de toute façon, quand tu rentres dans la boutique,
tu as une vendeuse tout de suite qui te dit « Welcome to Skins ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez pas. Donc, tu es hyper bien accueilli. Et moi, je me dis, bon, il n'y a que ça. Et en fait, non, je me rends compte qu'il y a 5 étages. Tu vas un petit peu plus loin, toujours sur ce premier floor. Derrière, tu as le rayon un peu nuit. Et en fait, elle a développé aussi une collection loungewear. Donc, tout ce qui est les vêtements que tu vas garder pour chiller chez toi. Il y a aussi un espace qui est dédié à l'homme. Et puis après, tu as un autre espace qui est dédié à une lingerie un petit peu plus sportive. Donc voilà, tout a un univers, mais sauf qu'en fait, c'est le même décor. C'est juste les produits qui diffèrent et toujours les mêmes teintes déclinées en plusieurs, enfin, le même produit décliné en plusieurs teintes. Et au niveau du paiement, alors des caisses, comment ça se passe? Au niveau du paiement, tu peux avoir des vendeurs et des vendeuses qui sont équipés du Tap to Pay et c'est du Shopify POS, donc tu peux le faire. Mais moi, j'avais envie de faire l'expérience en caisse parce que j'avais en tête, alors j'ai acheté beaucoup de choses, mais j'avais en tête de faire un retour client et de feinter que je m'étais trompée de carte bleue. Et donc, je vais en caisse. T'as feinté le vol aussi pour finir à Guantanamo, non? Non. Il n'y a pas beaucoup de monde en caisse parce qu'en fait, tu as des caisses partout entre chaque étage. Et on est sur un truc de 5 étages. Donc, en fait, tu as très peu de queue. Et donc, j'arrive en caisse. Tu as des petites bouteilles d'eau estampillées Skims qui sont gratuites. Et elles sont mignonnes en plus, tu vois, ces bouteilles d'eau. Donc, tu les prends, on te les propose. Non, tu les prends. Toi, tu les prends. Tout le monde en prend, même les gens qui n'achetaient pas. Okay. Les gens venaient et ça fait, mais bien sûr, vous pouvez prendre, servez-vous, voilà. Tu as très peu de choses qui sont écrites sur la caisse, à part, un QR code pour la politique de retour. C'est du self-checkout, c'est ça? C'est des caisses auto? Non, pas du tout. Tu as un vendeur qui est là ou une vendeuse qui scanne tout. C'est toujours de la même manière, c'est du Shopify POS et tout se passe instantanément. Première déception, il n'y a pas de programme de fidélité qui est mis en place, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Programme de fidélité qui n'est pas mis en place. Et puis après, mon petit truc. En fait, on peut faire un retour parce que je me suis trompée de carte bleue. Je me suis dit, le gars, je vais le perdre. Pas du tout. En 2 minutes, c'était réglé. Et il ose me dire, c'est 5 jours, les fonds vous seront retournés sous 5 jours. La vérité, c'est que les fonds étaient retournés dans la minute même et que je recevais les emails en temps réel. Donc, vraiment, mais rien à dire. Et en plus, moi, j'aime bien tester les vendeurs sur ça parce que parfois, tu te dis non, je sais pas, nan, nan. Et la boutique, elle est nouvelle. Enfin, donc, tout le monde est nouveau. Et ils ont pourtant été formés sur du Shopify POS. Donc, plutôt bien. Et ensuite, je voulais revenir justement sur le programme de fidélité. Dès lors que vous sortez de la boutique, vous recevez un email de satisfaction. Vous êtes satisfait de ce qui s'est passé dans la première boutique Skims à New York et aidez-nous à nous améliorer. Et moi, j'adore répondre, même si ça dure des plombes. Et je réponds. Et à un moment donné, il y a la question... Est-ce que vous avez déjà vu des innovations technologiques dans d'autres boutiques qu'on pourrait implémenter chez Skims? Je me dis, les gars sont géniaux quand même. Et ça veut dire que moi, je vais pouvoir leur dire, oui, t'as pas mis ça, t'as pas fait ça et c'est nul. Non. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez qu'un programme de fidélité pourrait vous satisfaire? Oui. Si oui, quel programme de fidélité vous aimez dans fashion, retail, machin, nan. Et donc, en fait, ils t'invitent à coproduire, co-construire leurs produits. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. T'as fait les 5 étages, tu t'es baladé partout? J'ai fait les 5 étages, je me suis baladée partout. Tu sens que tout est fini, il y a des produits partout, il y a des univers, l'univers est bien pensé, la boutique est bien pensée. Il n'y a qu'un seul univers, c'est l'univers du musée. Donc en fait, tu es dans un univers très léché, presque luxueux. De toute façon, tu es dans l'avenue du luxe. Donc, tu parles de musée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des produits que tu ne peux pas acheter, des choses qui sont en exposition? C'est pas du tout ça, Adrien. C'est que, comme je te le disais, ça rappelle les codes du Guggenheim. Le Guggenheim, il est très particulier. C'est un escalier qui tourne. Donc ça rappelle les formes de Kim Kardashian. Et dans l'esprit, c'est vraiment c'est blanc le Guggenheim avec des œuvres d'art. Là, tu n'as aucune œuvre d'art. Les œuvres d'art sont les produits en fait. Et tu peux les acheter, les produits. Et les produits, tu peux les essayer ou pas? Alors, les produits, tu peux bien évidemment les essayer. Et il y a des cabines d'essayage à tous les étages. En fait, tu ne peux pas t'y rendre comme ça. Il faut que tu scannes un QR code et que tu t'inscrives dans la file d'attente. Donc, moi, je me suis inscrite pour voir combien j'étais dans la file d'attente. Et j'étais 13e sur 26. Voilà. Donc, ça, c'est en fait dans les trucs un petit peu, on va dire, un peu figital. Tu as juste ça que tu peux scanner et la politique de retour quand tu es en caisse. Mais c'est tout. Il n'y a pas de tablette ou ce genre de choses? Il y a zéro tablette. Il y a des écrans ou pas? Non, il n'y a pas d'écran. On est dans un musée. Donc, en fait, le produit est vraiment la seule chose qui doit te distraire. Il n'y a rien d'autre qui doit te distraire. Il y a des vendeurs un peu partout? Il y a des vendeurs sont là pour te conseiller, partout, pour t'aider? Qui sont équipés, qui sont habillés en Skims et la collection loungewear.
Tu penses qu'ils vont ouvrir d'autres boutiques, ils vont se développer? Alors, j'ai demandé au vendeur lorsque j'étais en caisse et effectivement, alors il n'en sait pas plus, il ne connaît pas les locations et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, je me souviens qu'à Chicago, il y avait la CMO de Skims et elle avait bien défini que oui, la première boutique serait à New York et il y en aurait d'autres vraisemblablement sur la côte ouest. Et en Europe, tu penses que ça peut arriver? Alors, il y a déjà Skims qui est présent notamment aux Galeries Lafayette. Après, le site en ligne est disponible en français. Je pense que ce sera d'abord Londres et puis après Paris. Très bien. Hier soir, Laetitia, après cette journée de Store Tour, on a organisé notre apéro. Alors, je dis notre apéro, mais c'est la première fois qu'on organise un apéro à New York, qu'on sort de la France. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, c'était un apéro que nous avions organisé il y a déjà quelques semaines et dont nous avions fait la promotion à ce micro, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et c'est un apéro qui a eu lieu ici, dans ce fameux Harlow Hotel. Je crois qu'on était à peu près entre 40 et 50 personnes. C'était plutôt cool. On l'avait ouvert à la communauté LC2E, à la communauté des Français qui sont présents ici à la NRF. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y avait quand même quelques personnes qui n'étaient pas françaises qui étaient là, qui étaient anglophones. Et ça, c'était super cool. Il y a des gens qui sont venus un petit peu de tous les coins. Donc, on remercie vraiment encore une fois à tous ceux qui sont venus. Le bouche à oreille a plutôt bien marché parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus accompagner. Donc, merci à eux. C'était très, très sympa. Et ça a duré plus longtemps que prévu. Donc, les gens ont bien aimé et sont restés. C'est vrai qu'on était, c'était super, super cool de pouvoir discuter. C'était bien. Puis c'était une première pour nous. D'habitude, on fait ça à Paris, Lille. Et donc là, le concept s'est exporté à New York. Alors, est-ce qu'on remet ça l'année prochaine, Laetitia? Eh ben oui, on remet ça l'année prochaine. Donc, stay tuned et on va faire la promotion de cet apéro dès aujourd'hui jusqu'à la date de l'année prochaine. Et on accepte tout le monde comme d'habitude. Alors, ce qui nous a amené à New York, c'est bien entendu la NRF. Je pense que la majorité des personnes connaissent la NRF, mais Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cet événement et pourquoi est-ce qu'on en fait pourquoi tout le monde en parle et pourquoi ça fait tellement de bruit? Ça fait tellement de bruit parce que ça rythme vraiment le calendrier des retailers et des éditeurs. C'est toujours en janvier et c'est toujours à New York. Alors, j'ai lu que c'était la 115e édition. Bon, en fait, c'est qu'avant, c'était pas aussi médiatisé, que c'était pas aussi grand que ça, et en tout cas ça prenait pas cette forme-là. Mais dans cette forme-là, je crois que là on est sur la 8e ou la 9e édition, on va bientôt fêter les 10 ans de la NRF. Donc ça a lieu à New York et ça rassemble les plus grands éditeurs de l'industrie, mais aussi les plus grands détaillants spécialisés. Tu as aussi un aspect magasin qui est quand même très 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 présent, puisqu'à la base c'est quand même des retailers physiques qui ont co-organiser ça. Et c'est très important, c'est un point très énorme aux États-Unis, la National Retail Federation, à tel point que parfois, il y a certains retailers avec qui ils sont en désaccord profond, qui ne sont pas présents. C'est un peu comme si c'était pas un lobby, mais presque. Ce qui est important de noter, c'est que ça rassemble quand même beaucoup de monde. On est quand même sur 30 000, je dirais 40 000 personnes qui sont attendues sur 3 jours. Oui, c'est ça, 3 jours. Et puis avec des gens qui viennent du monde entier. Ouais, c'est assez international. Alors, c'est vrai que la majorité sont des États-Unis, mais il y a beaucoup de délégations d'autres pays. On va en parler tout à l'heure. Et puis, les sujets dont on parle, ce qui est intéressant, c'est que ça inclut vraiment tous les sujets du retail/e-commerce. Ça a de la supply, des entrepôts, du forecasting, de gestion des stocks, du marketing, du social, de l'e-commerce, gestion des produits, etc., etc. Donc, on peut vraiment trouver un petit peu de tout. Et oui, il y a les gros éditeurs, ils sont tous là, mais on peut également trouver des petites startups, donc c'est toujours très intéressant. Il y a plein de conférences sur tous les sujets et puis plein de tech qu'on peut découvrir. Tu l'as dit, c'est sur 3 jours. On est à la fin du premier jour le dimanche. On avait rencontré plein de tech, on a fait pas mal de conférences et je te propose qu'on en discute. Donc Alrien, on le disait, c'est quand même très international, et qui dit international dit quand même une petite délégation française, alors petite non, quand même assez importante. On voit qu'elle grossit d'année en année. Rien, t'as discuté avec eux? Ouais, alors donc il y a un pavillon Business France qui est depuis plusieurs années au même endroit, donc c'est assez cool parce qu'on peut pas les louper. Je crois qu'il y a une vingtaine, trentaine de sociétés, et par rapport à l'année dernière, il y a pas mal de boîtes qui sont revenues ou des nouvelles sociétés, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne. Là, j'ai noté dans le pavillon Business France du Automne, du Buybox, du Scalflex, Graffiti, KBRW, One Stock, etc., etc. Il y en avait un bon paquet, certaines qu'on connaissait, certaines qu'on connaissait pas. Donc encore une fois, bravo à elle d'être venue ici, et il y avait d'autres boîtes qui étaient disséminées un peu partout sur le salon.
Laetitia, on a bien commencé avec des choses qui nous ont marqué avant d'aller sur les techs et les conférences. Est-ce que tu peux nous parler d'une chose qui t'a marqué sur ce salon, sur cette journée? Eh bien, la première chose qui m'a marqué, eh bien, tu le disais tout à l'heure, c'est pas le français qui prédomine, bon, bien évidemment après l'anglais. Je ne sais pas d'ailleurs si le français a prédominé déjà sur ce genre de salon. Je dirais que c'est le portugais et notamment le brésilien, pour être plus précise. Il y a une délégation mais massive de Brésiliens. Alors déjà l'année dernière, je crois que je l'avais noté au micro. On l'avait dit, ouais. Mais alors là, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Très clairement, moi, l'ensemble des conférences que j'ai faites étaient principalement peuplées de Brésiliens. Et même dans les couloirs et partout, il y a beaucoup de Brésiliens. J'essaie toujours de comprendre pourquoi, parce que j'en sais rien, parce qu'en fait, à part Vtex comme boîte brésilienne qui expose, je sais pas qui y a d'autres. C'est même pas le premier marché avec qui les États-Unis font du business, parce que c'est plutôt le Mexique sur cette région-là. Donc j'aimerais bien trouver l'explication et je ne désespère pas de trouver la réponse avant la fin de cette saison. Alors l'année dernière, j'avais posé la question à plusieurs Brésiliens et ils m'expliquaient la chose suivante. Ils me disaient qu'il n'y a pas tellement de salons. Il y a des salons au Brésil bien sûr, mais en salon international, celui qui est le numéro 1, celui qui est identifié, c'est la NRF. Donc pour eux, c'est vraiment faire la veille de l'année. C'est la grande messe annuelle. Il n'y en a qu'un seul, c'est la NRF. Et du coup, tout se condense sur un seul salon. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses délégations, parce qu'en fait ça. Non mais là, j'ai l'impression qu'il y a tous les retailers et toute l'industrie e-commerce et retail du Brésil. Je pense que la NRF, ils cultivent ça, parce qu'aujourd'hui j'étais sur une conf de CA et c'était CA Brésil. Donc à mon avis, ils prennent aussi des speakers brésiliens parce qu'ils savent que la délégation est très très forte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très très forte délégation brésilienne, qu'on entend parler portugais un petit peu partout. Et toi, du coup, Adrien, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ce matin à 8h00 quand t'es arrivé? Peut-être, j'ai entendu cette expression hier, quelqu'un qui me disait c'est la foire. Bon, c'est un peu péjoratif ce mot, c'est la foire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de monde que l'année dernière. Tu me faisais remarquer aujourd'hui qu'il faut faire la queue et que c'est en termes d'organisation, c'est vrai que sortir d'une salle de conférence, je mets plusieurs minutes, quoi. Non, mais déjà, on te vire. Avant, on nous virait pas des salles. Ouais. Et là, mais direct, on te vire. Il y a beaucoup de monde. Cherchez pas à manger. Il n'y a pas le temps. Il faut faire la queue, où il faut vraiment avoir le temps. Après, nous, on est un peu des psychos parce qu'on veut faire toutes les confs, on veut courir partout. Donc, c'est pour ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le côté foire, un peu où il y a beaucoup de monde. Et on parle de tout. À un moment donné, tu vas avoir des petits robots, tu comprends pas ce qu'ils font. Après, tu vas avoir un truc holographique. Et puis derrière, tu vas avoir un truc d'e-commerce qu'on connaît un peu mieux. Je sais pas. Il y a vraiment, enfin, si je sais, du coup, il y a vraiment de tout. Donc, on pourrait dire que c'est pas très quali, mais finalement, moi, j'aime bien. C'est la caverne d'Alibaba. Tu trouves un peu de tout. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc j'aime bien, mais c'est le gros bordel. C'est le boxon. Laetitia, deuxième chose qui t'a marqué, je pense qu'on va se retrouver là-dessus. Ah bah oui, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Alors là, vraiment, on a dépassé les summums de l'IA qui est présente partout. Alors, elle est non seulement très présente dans les conférences. Moi, je crois qu'il n'y a pas une seule conférence à laquelle j'ai assisté qui ne parlait pas d'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, sur les stands, les baselines AI Powered sont à peu près partout. Alors, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. La manière dont est traitée l'intelligence artificielle, c'est peut-être la différence par rapport aux autres salons et aux autres éditions. C'est que là, on est vraiment même plus dans du Gen AI. Ça y est, c'est fini, ça. On est plutôt sur la fête Agent AI. Et on nous explique partout que on ne parle pas de copilote, mais on parle d'Agent AI. Et pourquoi est-ce que c'est ça la révolution dans le commerce? Et d'ailleurs, on ne parle même plus de révolution parce que ça y est, en fait, ils ont dépassé ce stade de révolution. Et contrairement, il y a encore quelques mois sur certains salons où il n'y avait pas de cas d'usage de l'intelligence artificielle, là, croyez-moi, tout le monde a des cas d'usage et un ROI quasiment associé à l'application de l'intelligence artificielle. On a des concepts pour tout. Alors moi, j'ai trouvé ce concept qui était repris partout de Agentic AI. Je l'avais déjà vu, mais là, en tout cas, tous les stands en parlent. C'est quoi? C'est l'IA qui est capable d'agir de manière autonome pour atteindre des objectifs. C'est au lieu de tu lui dis quoi faire, il exécute. Là, il est capable de planifier, décider et agir de manière proactive. En fait, c'est aussi la communication entre IA, mais je t'en parlerai plus tard. Donc, pour toutes les tâches complexes, décomposer en petites tâches et faire communiquer avec d'autres systèmes, voilà l'Agentic AI. Donc, c'est l'agent IA. Je suis d'accord avec tout. Moi, j'utiliserais le mot overdose, mais bon, c'est mon avis et c'est très subjectif. Troisième chose, Laetitia, qui t'a marqué de cette journée? Eh bien, c'est le contexte géopolitique. Alors, c'est un contexte qui est quand même très orienté. On est vraiment dans une lecture de la géopolitique qui est les États-Unis versus le reste du monde. Donc,
il y a quand même 2 conférences où j'ai entendu le principe d'exceptionnalisme américain, qui, pour moi, il est vraiment clairement partout. Et l'exceptionnalisme américain, c'est quand même une théorie politique et philosophique qui consiste à placer les États-Unis sur un piédestal et qui consisterait aussi à dire que les États-Unis occupent une place très spéciale parmi l'ensemble des nations du monde. Ça fait appel au sentiment national, à l'évolution historique et puis surtout aux capacités politiques et économiques des États-Unis à faire bouger des montagnes. Et franchement, j'ai assisté notamment à une conférence dont je parlerai tout à l'heure qui était très liée à l'économie et on a ce concept qui débarque. Alors moi, je l'avais déjà étudié, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Mais en fait, oui, ça fait sens parce que si on réfléchit bien, les États-Unis sortent d'une année électorale où Trump a été réélu, où la tech est très impliquée dans cette élection et dans l'avenir du pays. Et en fait, on en parle délibérément et hontément d'ailleurs de cet exceptionnalisme américain. Je trouve que par rapport aux années précédentes, il y a une année notamment où on ne faisait absolument pas mention, par exemple, de la guerre en Ukraine. Bon, là, en fait, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est le conflit européen. On est sur une rhétorique vraiment qui est particulière et qui annonce, je ne sais pas, peut-être ou pas, des jours heureux ou malheureux pour le reste du monde. Je te rejoins sur ce point parce que c'était la troisième chose qui m'avait marqué. Alors moi, en discutant avec quelqu'un autour de la table, il m'a sorti le concept de permacrise. J'aime bien, c'est l'idée qu'on sort crise après crise après crise. C'est quelque chose qui est récurrent, qui arrive. Le nom chaque édition, il y a un petit nom, une baseline. Et celle-ci, cette édition... Game Changer. Ouais, exactement, c'est Game Changer. Je suis pas certain que je valide. C'est le premier jour, on va voir au bout de 3 jours si je cautionne ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de magie. La tech va pas nous sauver. Il y a rien j'ai rien trouvé de waouh, que ce soit dans les conférences ou dans les techs. Il faut juste apprendre à vivre avec ce monde, avec ces crises qui sont omniprésentes. Et du coup, comment toi, en tant que retailer, en tant que marque, tu peux avancer dans ce monde incertain. Alors c'est rigolo parce que moi c'est pas vraiment la lecture que j'en ai eue parce que surtout là ce que j'entendais c'était on s'en fout de ce qui se passe ailleurs, c'est un focus très très américain et le reste du monde ne nous intéresse pas en fait. Donc je pense qu'ils sont quand même dans une espèce de... Enfin, ils sont plus dans cette résilience d'ailleurs, puisque de toute façon, ça ne les intéresse pas ce qui se passe ailleurs. Et que moi, je serais moins catégorique par rapport à toi. C'est que je pense que oui, ils peuvent se dire que la tech peut sauver énormément de choses. Et alors justement, en parlant de tech, Adrien, aujourd'hui, tu as arpenté toutes les allées du salon et tu as déjà rencontré pas mal de tech. En fait, j'hésitais à te mettre des techs bidons pour faire marrer, mais c'est pas sympa. Parce que je vais commencer à t'expliquer pourquoi c'est nul et pourquoi j'y crois pas. Donc, je t'ai gardé 3 techs qui me paraissaient intéressantes et je voulais vous les partager. Elles n'existent pas en France a priori. Donc, en plus, ça permet de faire un petit peu de veille. La première, je sais même pas comment la prononcer. C'est Spark It. Je crois qu'il y a un D quelque part. Bon, bref. C'est une solution de recommandation e-commerce qui se base sur les intentions plutôt que sur la donnée. J'ai eu la chance d'interviewer le fondateur qui parle 15 langues et une des langues qu'il parle, c'est le français. Donc, ce que je te propose, c'est de l'écouter tout de suite. Bonjour Fadi. Bonjour Adrien. Fadi, on vient de se rencontrer sur ton stand. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que fait ta société Spark It? Je suis Fadi Michaelian, le PDG de Spark It. Nous sommes basés en Californie, dans la Silicon Valley, et nous développons un Generative AI Recommendation Engine, un outil de recommandation pour les sites e-commerce. Alors, quand on discutait tout à l'heure en off, tu m'as expliqué que tu l'as fondée il y a 2 ans, la société, c'est ça? Il y a 1 an et demi exactement, en juin 2023. Donc, c'est tout récent. Et les outils de recommandation, moi, tu vois, j'ai commencé ma carrière là-dedans, donc il y a presque 20 ans. Ça existe depuis toujours. Et tu sais, j'aime à dire, si les outils de recommandation fonctionnaient, tous les sites auraient des taux de conversion à 99%. Donc, comment est-ce que tu te différencies aujourd'hui avec tous les outils d'autres outils du marché? Ce qui nous différencie, c'est notre technologie. Mais la vraie différenciation, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est une conversion, le taux de conversion avec notre outil. Ce qui vraiment fait la différence, c'est que nous utilisons la Generative AI, mais nous nous concentrons essentiellement sur les besoins du client. Donc, on engage le client et on extrait ses besoins et non pas ses statistiques. Et en ce sens, c'est très différent de toute autre offre qui existe sur le marché.
Ouais, bah du coup, c'est même moi là, je comprends pas comment ça peut fonctionner parce que j'ai toujours été habitué à ce paradigme. Tu parles de la data et ensuite tu construis le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire partir du besoin? Donne-moi un exemple. Ça veut dire, par exemple, lorsque vous êtes en train d'acheter une espadrille, des chaussures de foot de chez Nike, Oui. vous allez sur leur site et vous trouvez par exemple la couleur. Vous dites, OK, je veux des chaussures blanches. Mais dans votre tête, vous vous dites, j'adore les blanches, mais je prendrai les bleues si elles sont à 50% en moins. Vous n'avez pas le choix de faire ça dans les outils qu'on a aujourd'hui. Notre outil est basé sur les trade-offs, sur les compromis. Donc, il vous permet de dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. L'importance des critères par rapport aux besoins du client. Donc, par exemple, je vois lorsque j'achète un laptop ou un ordinateur, je prends par exemple disons les critères seront la taille de l'écran, la mémoire, le CPU, le CPU, le nombre de mémoire, etc. Et on se dit qu'est-ce qui est plus important pour le client. On prend ça même au prochain niveau, on lui demande pourquoi est-ce que vous achetez ce laptop? C'est essentiellement pour répondre aux emails, c'est essentiellement pour faire du browsing et du shopping online. Et c'est une combinaison de ces choses-là. C'est pas une et pas les autres. C'est un peu plus de browsing, un peu moins de email, etc. Donc c'est une balance de ces critères qui te donnent les besoins du client. Fadi, est-ce que si je reformule avec mes propres mots, vous vous servez toujours de la donnée, mais ce que vous faites, c'est que vous partez de la donnée, vous le transformez en intention à ce que veut faire le client, et à partir de là, vous faites des recommandations basées sur les intentions. C'est bien ça? Sauf qu'on engage le client. Alors vas-y, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'il est sur votre site, l'idée, c'est pas de deviner ce qu'il va faire avec AI, mais c'est de l'engager, de lui poser des questions, mais avoir un outil Generative AI qui reconnaît quels sont les critères de ce client et qu'est-ce que je dois lui poser comme question, quelles sont les bonnes questions à lui poser pour comprendre quels sont ses besoins. Mais la solution que vous faites, c'est un chatbot ou c'est un moteur de recommandation avec des fonctionnalités de chatbot pour comprendre ce qu'il fait? C'est un moteur de recommandation qui est utilisé en chatbot, qui est utilisé avec un agent actif qui vous parle, un agent digital. Okay. Ou alors même une application où il y a même des gamifications avec des applications qui ont des jeux. Nous donnons un outil, un serveur qui supporte des API qui vous permettent de développer ce que vous voulez comme application. On est ici à la NRF, c'est le début de l'année 2025. Est-ce que tu peux nous dévoiler des petits scoops, des annonces que vous allez faire à cette NRF, à cette édition? Nous allons annoncer deux choses dans la NRF. La première, au niveau du produit, nous avons un agent digital que nous allons lancer. Donc, ce sera une personne que vous voyez visiblement sur l'écran, mais qui est digital. Avatar? C'est beaucoup plus qu'un avatar. Pratiquement une personne réelle que vous voyez, mais c'est un avatar, effectivement. Mais réaliste. Réaliste, exactement. C'est ça. Okay. Qui vous parle, qui vous pose des questions. Mais ce sont des questions ciblées, ce qui nous permet de comprendre beaucoup mieux ce que vous dites. La seconde chose qu'on annonce, c'est un des plus grands clients qu'on a, qui est dans le fashion en Europe. Qui est devenu notre client, un de nos premiers clients. Bah, félicitations encore. Fadi, ton logo, c'est quoi ce logo? Il représente quoi? Est-ce que c'est des deux doigts de victoire? Non, je sais pas. C'est les deux doigts de la paix. Ah, ok. Pour choisir le nom de la compagnie, nous sommes partis dans une école underprivileged, sous-privilégiée, et nous avons fait une compétition où nous avons donné un prix en argent pour supporter leur éducation. Aux États-Unis, vous payez pour votre éducation. Et les étudiants de 13 ans ont choisi le nom Sparkit. Ils ont choisi le logo. Sans déconner. Ils m'ont expliqué que Sparkit, c'était to spark your sales. You sparked it. Je leur ai dit, où est le E? Ils m'ont dit, non. Nous, on l'appelle comme ça. Et je leur ai dit, c'est quoi la main? C'est un V de la victoire. Ils m'ont dit, non, c'est celui de la paix. J'ai jamais entendu une histoire pareille, bravo. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'e-commerce. Mais c'était beau. Fadi, quand tu vas lever 100 millions de dollars, tu vas changer le logo ou tu resteras sur ce logo des enfants qui l'ont fait? Je n'ai pas encore pensé, mais je peux vous dire, il y a une chose que j'aimerais mentionner. Nous avons gagné un prix dont on est très fiers. On a été nommé le MIT Top 10 AI Startup cette année. 2025? 2024. 2024, ouais. Cette année, ils n'ont pas encore fait mais
Et c'est un prix qui n'est pas comme tous les autres prix qu'un prix qu'on achète. Et vraiment, je me suis mis devant des professeurs d'MIT où je leur ai expliqué comment notre algorithme fonctionne. Et c'est sur base de ça qu'on a été obtenu ce prix. Fadi, tout à l'heure en off, je te faisais la blague de dire ton stand c'est peut-être le plus moche de tous les stands, mais de manière gentille, je te le disais. Et pourquoi? Tu m'as dit, mais Adrien, 100% de mes employés, ce sont des ingénieurs qui travaillent sur le produit. Donc en fait, ça s'explique. Nous n'avons pas de vendeurs. Voilà, absolument. C'est ça. Le focus, il est tech et on va avoir la meilleure solution. Donc ça m'étonne pas que tu aies gagné le prix. Merci mille fois de ta disponibilité. Bon courage pour ce salon qui commence et à très bientôt. Au revoir, Fadi. Alors Adrien, moi je n'ai pas assisté à cette interview, donc je ne sais pas à chaud ce que tu as ressenti, mais qu'est-ce que tu en penses? Bullshit, no bullshit? En fait, ce que j'en pense, c'est que déjà, quand tu entends parler de recommandations e-commerce, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on entend ça depuis 20 piges, on entend depuis toujours. S'il y a bien un sujet boring, c'est la reco e-commerce. Donc, je trouve ça très, très, très ennuyeux. Est-ce qu'il y a encore de la disruption à faire? Tu mets recommandations e-commerce et tu fais de l'IA. J'y crois pas trop. Mais pourtant, quand tu vois en off, il m'a partagé les noms des clients avec lesquels il travaille, ce qu'il est en train de faire et les plans. Je suis juste impressionné. Donc, écoute, je trouve qu'il y a toujours des choses à inventer, à réinventer. Et quand on parlait d'IA, de comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA, la Gen AI, pour avoir des use cases et pour révolutionner les choses, comment on les utilise, là, pour le coup, le paradigme, il est assez intéressant. Pas partir sur la donnée, mais analyser la donnée pour les intentions et faire pousser des recommandations, avoir le shopping assistant, etc., qu'on peut voir. Donc, écoute, je suis curieux de voir, parce que la société, elle est jeune, mais elle a des référents de fous furieux. Je suis curieux de voir quand est-ce qu'ils vont se racheter. Ça, c'est une boîte qui va se faire racheter très rapidement. Ils sont worldwide ou Ouais, alors ils sont en Europe et aux États-Unis. C'est une petite équipe, mais quand tu vois leurs références, c'est des références mondiales. Donc bravo à eux. Alors, et la deuxième tech que tu as rencontrée aujourd'hui? J'ai adoré, mais ils m'ont maltraité. Ils m'ont parlé très mal. Ils s'en foutaient de moi. Et pourtant, j'avais envie de leur donner de l'amour. J'en ai dit, mais attends, tu te rends pas compte que j'aime beaucoup ce que tu fais. La boîte, elle s'appelle Yofi, Y-O-F-I, et ils permettent de gérer, de prévenir, la fraude des retours boostés à l'intelligence artificielle. Et la fraude des retours, par exemple, c'est un des sujets dans le groupe WhatsApp. On le voit tout le temps, ou en général, quand on discute autour de nous, ou même on voit autour de nous, c'est quelque chose qui est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'actualité. En plus, là, on sort des fêtes, donc on le voit beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que des outils de fraude, on en voit un paquet. Laetitia, on en a rencontré un paquet qui font tout. Là, ils font la fraude, du retour. Donc, c'est vraiment un use case très, 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 très particulier. Et j'ai aimé le fait qu'il se focalise. Il y a beaucoup de bullshit marketing. Donc, j'ai du mal à décerner le vrai du faux. Et comme il me répondait pas à toutes mes questions, c'était un peu difficile. Mais le positionnement qui est, on va analyser le parcours client, le temps qu'il va mettre à remplir, le formulaire de retour, la navigation, le déplacement de la souris. Ça me fait beaucoup penser à Riskified, par exemple, ou d'autres solutions de fraude. Mais en tout cas, dédié à la fraude, au retour. Donc, je leur souhaite bon courage. Et la prochaine fois, s'il vous plaît, soyez sympa avec moi, s'il vous plaît. Et là, je dirais même que Yofi, ils n'ont pas créé un besoin, il y a un réel besoin chez les retailers et on sait que ça leur coûte. J'avais entendu dans un podcast combien ça coûtait chez je ne sais plus quel retailer français spécialisé high-tech, mais on parle de millions, quoi. C'est complètement dingue. Donc, je pense qu'ils répondent à un besoin et que ça va plaire à nos retailers présents à la NRF. Et enfin, la troisième tech qu'on a rencontrée ensemble, Adrien. C'est littéralement il y a une demi-heure, il y a 10 minutes avant l'enregistrement du podcast, quelqu'un s'est assis à côté de nous, on les a entendus parler, on leur a sauté dessus, on leur a dégainé les micros. Cette boîte, elle s'appelle Trigo, ils font de la computer vision pour le retail boosté à l'IA et je te propose qu'on les écoute tout de suite. So now we are with Bar from Trigo. Hi, Bar. Hi, how are you? Hello, Bar. Not too bad, thank you. This is the end of the first day at NRF, and we are very happy to meet you and interview you. So, who are you, Bar? I'm very, very good. It's been really exciting in the exhibition. We are shocked by the amount of people and the traction that is going on in the booth. It's really amazing. So you met a lot of people. We had a lot of people. We've been meeting people everywhere. There's been a hype both in the booth and around. Even when you're standing in a line for coffee, you have a retailer to talk to. It's remarkable. So you have a T-shirt with Trigo. You have Trigo everywhere on you. So can you give us what are you doing exactly? I see vision and AI. So yes. Probably something around the computer vision. Yeah. So Trigo is a retail computer vision AI company. Basically, our technology has the ability to use both existing and other cameras in the store. And we're able to track the people that are walking around in the store and their interaction with the products and items in the store.
that gives us the ability to provide different use cases like autonomous shopping. Do you know autonomous shopping? Yes. Yes, so autonomous shopping, walking out without paying at the checkout, and also loss prevention, because basically we identify every interaction that happens within the store space. I see some technology doing something similar against the thieves, right? People that are stealing some product. You are not doing this. You are really about analytics on the consumer behavior. So we are actually alerting when it comes to theft. So what we do is we used our algorithms that were originally developed for frictionless checkout. We're taking these algorithms, and by simply putting on a plug and play server in your store, we connect to your cameras, and we can identify whether someone took a product from one of the shelves, walked away towards the checkout, and we can give you an alert in real time if they didn't end up paying for the same product. So basically, we're giving you both the analytics, like what kind of products are usually taken, what time of the day, what categories, and what profiles. But the main thing is giving you a live alert when someone took a product and didn't pay for it. Can you give me like an example of some insight that business user can have from your technology, from your dashboard? Like more an insight. Yes. With some ROI, right? Yes. So in terms of insights, for example, as I mentioned, we track everything that's going on. So we can tell you the information that comes from the people that are walking around and the products they interacted with. So for example, I can tell you that the most stolen product is, I don't know, alcohol. I can tell you what time of the day. I can tell you what kind of theft method they have used. For example, have they, I don't know, took a product and didn't pay for it at the end? Or maybe they did kind of a manipulation at the checkout, like left an item on the counter or went to the checkout and didn't scan all their products. So we have a large variety of insights that we can tell you. 99% of the people, they don't steal, right? They are like normal user browsing, and most of them are buying something, or not most of them. So what are the other insights for like normal user consumers? Yeah, you can say that a lot of people, the majority of the clients aren't stealing, but when thefts happen, they are a big deal. The numbers of NRF itself say just in the US, the number of shrinkage is 112 billion in 2023. So that's gigantic. But if you want to talk about other areas, when you go and deploy our autonomous stores, the one I mentioned before, where we do a frictionless checkout offering, we can give you a very large variety of data about the shopping behavior. So for example, since we know all the interactions with the products, we can tell you, for example, a customer usually takes salad A, puts it back on the shelf, and instead he takes a different salad from a different provider. So that, for example, can help a retailer who's selling white label. I can say that, I don't know, usually the people prefer my product since it's cheaper than the competitor. This is one example. We can tell you also information about non-buyers, like how many of the shopper that walked into the store and actually end up buying or not buying products. Okay, so Bar, we are here in America, in New York, and we do know that theft is a great problem. Yes. It's a massive problem. So does your company and your technology ring a bell or make some noise and some sounds to American retailers? I do think so, because when you are going to some stores, you can see that some items are completely locked and you have to push a button if you want to buy something. That is exactly what we're doing. So we are talking about what we call it free flow, enabling you to reduce theft without having significant impact on the customer experience. Because right now, as you say, you go to every pharmacy, every drugstore, and everything is locked. If a product costs more than $10, it's locked and the experience is terrible. You need to chase down an employee in order to get a cable to charge your iPhone or something? Or sometimes just a toothpaste. This is the case. We had the we case. left the store yesterday. We left the store because it was like just for it a happened toothpaste. to me too. Yeah. It's annoying, and we have crazy technology today. And what we can do is basically give you an alert for that. So you have time to do that. We can also give you not only alerts, we can improve your investigations, because sometimes the investigations, if it's, for example, the organized retail crime, right? It's things that are not handled on the spot because actually people are afraid and you need to call security, you need to call the authorities.
we can give you a lot of, I'd say, a lot of analysis and really save time for your investigation teams. Instead of checking hours of videos, you can just get the list of all the thefts that we identified and save tons of time. Okay, Bar, how difficult is it to implement your technology, if it's difficult or not? So this time it's very easy. We actually put a server in your store. We connect into your existing cameras, and it's working. We are analyzing the data from your cameras, and that's it. So it's very, very simple. And if you want to know more, go to our website, frigoretail.com, and we'd be happy to answer any question. Thank you very much, Thank you, Bar. Have a wonderful NRF for the next 2 days. Bye-bye. Thank you for the interview. Ciao. La NRF ne serait pas la NRF sans les conférences extraordinaires. Le niveau des conférences, on est vraiment dans le top du top, dans la Ligue 1, comme j'aime à dire. Laetitia, tu as assisté à des conférences de déglingo. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai assisté à beaucoup de conférences, mais j'en ai retenu 2 pour aujourd'hui. La première, elle s'appelle De la génération Z à la génération Alpha. Comment est-ce que ces générations vont redéfinir le retail de demain? Il y avait Sephora, il y avait Claire's et il y avait Roblox. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, je regarde d'abord si le sujet m'intéresse. Ensuite, je regarde qui est-ce qui est on stage, les clients, les marques et aussi les positions, enfin les jobs des personnes qui seront on stage. Donc bien souvent t'as un éditeur qui vient et qui drive tout ça, mais là sur cette conférence il n'y avait pas d'éditeur, il y avait une journaliste, et moi je préfère quand c'est des journalistes parce que c'est un peu moins orienté. Et donc qu'est-ce qu'on a appris lors de cette conférence? Eh bien c'est que la Gen Z et la Gen Alpha, on aime bien les appeler maintenant les alphas, eh bien c'est une communauté de consommateurs qui est quand même ultra connectée, et donc ils sont très exigeants parce qu'ils sont abeuvrés de contenu, ils peuvent vérifier. Et surtout, ils sont très friands d'expériences immersives, personnalisées. Et ils ont une participation qui est quand même très active sur la création de contenu. Et donc, ils donnent aussi en retour pas mal de contenu et de retours aux marques. L'idée, c'était, en tout cas pour Sephora, de dire mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les retours clients qu'on peut avoir de ces générations? Comment est-ce qu'on les travaille et comment est-ce qu'on améliore nos produits et nos communications et ce qu'on appelle aussi la love brand? Il y avait Roblox aussi. Enfin, moi, je l'associe vraiment à blockchain, etc. Tous ces trucs métavers et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font là, les gars? Ouais. Écoute, la réalité, c'est qu'il y a quand même une histoire. C'est que dans Roblox, il y a quand même du digital et du physique qui se confondent. Alors, dans quelle mesure tu vas me dire? Quand tu es sur Roblox, tu as un avatar. Tu as un avatar digital qui va devenir un élément clé dans l'expression personnelle. L'expression personnelle, comment est-ce qu'elle se manifeste dans Roblox? Écoute, tu sais que tu as des magasins et tu vas pouvoir acheter des vêtements, des accessoires à ton petit avatar. Et là, tu vas aussi avoir une expérience similaire à ce que tu peux avoir soit en ligne, soit en boutique, mais qui va se passer chez Roblox. Croyez-moi ou non, je crois que c'est la CMO qui était là de Roblox. Elle met un point d'honneur à vérifier tous les touchpoints du consommateur, de l'avatar dans Roblox, dans son parcours d'achat. Ouais, Sephora, Claire's, elles, ça, c'est des marques sur le côté influence. Elles sont plutôt matures, elles font plutôt pas mal de choses. Exactement, ce sont des marques qui sont très matures sur l'influence. Alors, on avait je crois que c'est le CDO de Sephora qui nous expliquait que lui, en fait, son métier a pris une tournure totalement différente il y a 7 ans quand ils ont décidé de créer vraiment un département créé au social media et à la création de contenu social media. Et alors les bureaux sont à Los Angeles, ils sont en train de cramer, tout va bien. Et donc, ce charmant CDO nous expliquait que les campagnes qu'il menait, et c'était pareil aussi chez Claire's, elles étaient co-créées avec des créateurs de contenu, bien sûr, mais des créateurs de contenu qui avaient le même âge et qui faisaient partie de la même Alpha Generation. Et c'était avec eux qu'il créait ces campagnes. Et il expliquait que ça n'avait aucun intérêt de travailler avec des boomers, par exemple, sur une campagne qui n'allait pas parler à la bonne cible. Par exemple, Claire's a fait une campagne au printemps dernier avec des clientes et des créatrices de contenu qui ont l'âge des consommatrices de Claire's. Je l'avais vu pas mal de use cases là-dessus. Sur le papier, ça me paraît tellement logique. Tu vois, tu fais créer des campagnes par des gens qui ont le stage là. Mais vas-y, va travailler
travailler avec eux. Va travailler avec quelqu'un qui a 16 ans. Exactement, mais t'as envie de lui mettre des baffes, vas-y, réveille-toi à 15h et commence à taffer. Donc, oui, c'est bien sur le papier, mais je sais pas si c'est de la com ou si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, ouais, ok. T'as appris des choses par rapport à tout ce qu'il racontait ou c'était finalement c'est la continuité de ce que tu savais déjà? Ouais, c'est la continuité de ce qu'on entend très souvent dans les salons. Mais là, en fait, t'as quasiment une preuve sociale, une street cred. Parce que t'as des géants qui viennent te dire ouais, en fait c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça que ça marche. Donc alors moi ça me réconforte dans mon fort intérieur en me disant ouais, en fait tu penses pas, tu penses plutôt bien. Alors je sais pas si c'est parce que eux le pensent, mais en tout cas c'est le sentiment qu'on a. Et ce qu'il y a de frappant ici, c'est qu'en fait ici se pose pas trop de questions sur la Gen Z et la Gen Alpha. En fait ils font avec. Alors que nous on est là à se dire en fait ils veulent pas travailler, ils ont des préoccupations qui sont totalement différentes de nôtres. Non. En fait ici on accepte totalement et on les intègre déjà maintenant dans les campagnes, mais aussi du coup dans le milieu professionnel. Entre la Gen Z et Alpha, il y a des ruptures catégoriques ou non, c'est la continuité. C'est la continuité, sont plus exactement. Blablabla, plus blablabla. La vraie rupture, elle est souvent avec les millennials et puis les boomers. Ouais, nous on est les millennials, je crois. Et avant les boomers. Regarde ta date de naissance. 83, c'est je millennials. Je rigole, c'est pour t'énerver. Ok. Ouais, ok. Et donc ils sont. Et du coup, c'est des opportunités parce qu'ils sont plus drivés sur le digital, sur les influenceurs, etc. Exactement, ils sont, c'est clairement des opportunités. Et je sais pas si tu te souviens, mais nous, il y a 10 ans, quand on travaillait, on disait qu'il fallait être mobile first. Là, on n'en parle plus, c'est digital first. Ils sont pas que sur leur téléphone. Non. Et ils sont en plus dans différents univers. Roblox, typiquement, est un cas d'école. Bon, t'es un peu la Gen Alpha parce que t'es dans la co-création, donner des feedbacks, etc. Complètement. Donc toi, dans la tête, t'es une Alpha, non? Exactement, dans la tête et le corps. Ouais, dans le corps. Ah, j'allais dire autre chose, mais ok, d'accord. Bon, T'allais dire quoi? Ok. Non, c'était une Gen T ou RS, je sais pas quoi. Bon, ouais. Les lettres de l'alphabet qui sont de nos arrière-grands-parents. Quoi. Ah, ok, d'accord. Bon, enfin, peu importe. Ok, écoute, du coup, bonne conférence, non? Ouais, bonne conférence. Bon, c'est pas non plus ma conférence préf, ça c'est sûr, mais. Moi, je me méfie un peu quand il y a des CMO, des CDO qui viennent parler, parce que c'est souvent on est les meilleurs, on est les plus forts, les plus intelligents, non? On se jette des fleurs. Ah non, pas toujours. Ok. Ah non, non. En tout cas, il n'y avait pas trop de bullshit. Non, franchement, pas du tout. Et puis alors, il y avait très peu de chiffres. Donc en fait, alors déjà parce que Sephora ne divulgue pas souvent ces chiffres, mais du coup c'est pas assommant, tu vois. Donc c'est plutôt bien. Après la deuxième conf, il y avait beaucoup de chiffres. Alors vas-y, parle-nous de cette deuxième conf. C'est quoi le thème? Alors le thème, c'est les conséquences des élections américaines qui ont lieu donc en novembre dernier sur l'économie au global en fait. Qu'est-ce que ça fait d'avoir élu Donald Trump une deuxième fois et quels impacts il va y avoir dans l'économie mondiale? T'as attendu cette conférence avec impatience? Avec impatience, et je peux te dire que j'ai fait la queue 20 minutes. Il y a beaucoup de monde. J'étais dans une très grande salle, que tout était archi complet, et que, encore une fois, il y avait beaucoup de Brésiliens, et en fait, les Brésiliens parlent très peu anglais, donc ils ont tous des oreillettes. Des oreillettes, et ils mettent ça hyper fort. Donc t'entends la traduction, t'es à côté, et c'est un peu perturbant. Ce sont des détails. Mais donc, encore de la conférence. Ouais, c'est des détails, mais sur la Customer Journey, ça parle beaucoup. Alors, sur la conférence en elle-même, raconte-nous de quoi il parlait? Donc, c'est JP Morgan qui t'explique la live. On est déjà un peu pipé, biaisé, qui nous explique qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est un commerce mondial, en tout cas, qui est fragmenté. Parce qu'il y a une réorganisation et surtout une régionalisation qui s'est intensifiée avec des blocs émergents et des chaînes d'approvisionnement qui sont diversifiées. Bon, en gros, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que il y a les États-Unis et il y a le reste du monde. On s'entend plus ou moins bien, parfois mal avec la Chine et c'est compliqué. Mais on continue à bien s'entendre quand même avec le Canada, enfin jusqu'à pas très longtemps. Et avec le Mexique et l'Europe, vous êtes très chiants parce que en fait, vos contraintes d'exportation et d'importation sont très compliquées. Donc en fait, on va continuer avec nos amis de toujours. Et puis, elle mettait en perspective des chiffres du premier règne de Trump. Alors ici, ils disent Trump 1.0 et Trump 2.0. Ouais, comme le 2.0. Exactement. Donc, Trump 2.0. Ouais. C'était exactement ça, avec ces chiffres qui finalement n'étaient pas si mauvais que ça. En tout cas, quand on est américain, et c'est sur quoi Trump a joué. Aujourd'hui, on va dire que Trump c'était la superstar et qu'il a tout sauvé. C'est exactement ça, Adrien. Okay. On te dit que tout s'est très bien passé, que du coup, ils sont archi confiants et que Trump 2.0, ça va être génial. Le petit bémol qui est exprimé, c'est que si il met en place une politique très restrictive par rapport à l'immigration, ça va être compliqué. Parce qu'il y a un besoin de workforce, de main-d'œuvre qui est très important et qui ne fait que se creuser aux États-Unis.
Et donc, l'une des prédictions de JP Morgan, c'est si les restrictions migratoires sont effectuées, il y aura moins de personnes pour travailler, pour faire des jobs de basse besogne, en gros. Et si du coup, il n'y a pas ces gens-là, il y a moins d'offres et de demandes, moins de consommation. Et donc, ça risque de mettre pas dans la panade le pays, mais en tout cas, ça risque un peu de perturber l'économie intérieure américaine. La conférence, quand c'est du JP Morgan, c'est des analystes, ils te balancent des chiffres dans tous les sens. Ouais, ils sont plutôt optimistes qu'on va tout cartonner, le monde nous appartient, ou ils sont plutôt pessimistes, ou ils savent pas trop parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, ça reprend ce que je te disais tout à l'heure sur l'exceptionnalisme américain. Ils sont archi confiants parce qu'ils sont persuadés que les États-Unis, de toute façon, sont les meilleurs et qu'ils vont être encore meilleurs avec Donald Trump. Ils sont assez optimistes. Bon, ils sont optimistes, mais est-ce qu'ils sont complètement dans le déni ou est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a des risques? Bah oui, il y a des risques. La Russie, la guerre, je sais pas quoi. Alors peut-être d'un point de vue plus intérieur, c'est que finalement ils sont assez satisfaits de l'inflation, qui est alors elle est à 2%, on est un petit peu en dessous nous en France, mais pour eux c'est assez satisfaisant. Là où ils sont assez inquiets, c'est sur le taux d'endettement des Américains qui ne cesse de grimper et qui du coup pour se nourrir, donc les dépenses courantes, parfois ont recours à leur carte de crédit et donc à des crédits pour pouvoir subvenir à des besoins quotidiens. Donc ça c'était un peu l'alerte. Et puis après bien sûr la géopolitique en fait, la tension avec la Chine, la tension avec l'UE, tout ça. Ça les inquiète, mais finalement, c'est pas vraiment le cœur de leur problème. Là, ils sont tournés vers eux-mêmes et ils se disent qu'ils vont y arriver. Make America Great Again. C'est exactement. On est vraiment dans du MAGA, mais de A à Z là. Laetitia, conclusion de cette journée. Écoute, qu'est-ce que t'en as pensé? Ce que j'ai pensé de cette première journée, c'est que c'est une édition qui annonce la couleur et qui est très marquée par le contexte géopolitique. J'en ai parlé. C'est aussi une édition qui continue de pousser l'intelligence artificielle, en veux-tu, en voilà. Sauf que là, on a vraiment dépassé le stade de l'étonnement, de la révolution, parfois même de la peur. Ici, c'est acquis l'intelligence artificielle. On travaille avec et on continuera à travailler avec. Et enfin, c'est une édition qui se fiche comme d'habitude du réchauffement climatique, de la planète qui brûle, de la Californie qui brûle. Tout ça, ça n'a aucun impact, on n'en parle pas. Le développement durable, je crois qu'il n'y a pas une seule conf dessus. On s'en fout complètement, c'est pas le sujet du moment. Et toi, Adrien, de ton côté ? Écoute, cette première journée, elle était plutôt intéressante, assez intense finalement. J'ai pas eu la même chance que toi parce que les confs que j'ai faites, elles étaient nulles ou étaient au mieux moyen et au pire nul. Donc je suis pas satisfait des conférences, mais encore une fois c'est ma faute parce que de toute façon dans ces salons là il faut choisir les conférences et comme je suis un peu comme toi, tu vois, j'essaie d'analyser le titre, qui va parler, quel est le sujet, est-ce qu'il y a un sponsor derrière, etc. Donc j'ai pas eu trop de chance là-dessus. Le thème de la conférence qui est Game Changer, je vais continuer à me poser des questions, tu vois, en quoi pourquoi ils ont choisi 2025 l'édition c'est Game Changer. Je te rejoins sur certaines choses autour de l'engouement des États-Unis sur le marché. Ils ont tous le smile. Alors culturellement ils sont de toute façon comme ça très très optimistes, mais on est à la limite du déni où tu vois en France, dans la conférence en France, on se dit les choses. Alors on est latin, on se dit peut-être plus les choses. J'attends de voir là les 2 prochains jours en continuant à parler avec des personnes qu'on va rencontrer de tous bords, des retailers, des agences, des techs, pour voir si vraiment c'est un vrai engouement. Ils sont optimistes et ils se rendent compte des difficultés, ou ils sont juste dans le déni, ils se disent on sait même pas ce qui se passe en dehors des États-Unis. Moi je suis très fier d'avoir une délégation, enfin de voir autant de Français. Je trouve ça très très cool et optimiste. Enfin optimiste, je suis un optimiste de toute façon, mais tu vois, d'avoir Business France, c'est la première année, on en a pas parlé, mais qu'il y a une délégation anglaise, donc ils ont dû voir ce qu'on fait, ils se sont dit on va faire quelque chose. Délégation israélienne, enfin le village israélien, on l'a pas encore vu, donc faut qu'on le trouve. Donc on a quand même, tu vois, les Français, on était les premiers à voir ce truc-là. Je trouve ça cool d'avoir des Français qui se mettent ensemble. Je trouve ça très bien qu'on entende parler français, mais t'as raison, on est complètement loin derrière des Brésiliens. Et ma petite frustration de la journée, donc ça va être un peu mon fil conducteur ces prochains jours, j'ai pas encore trouvé de tech, ou en tout cas de use case, ou quelque chose qui me fait waouh, c'est un truc de ouf. Autant l'année dernière j'étais tombé sur des trucs, je me dis mais c'est génial, tu vois, c'est un peu la cabane d'Alibaba où tu trouves quelque chose et tu te dis c'est un truc de ouf. Je l'ai pas encore trouvé, mais super intéressant. Et puis ça fait quand même plaisir parce que ça fait plusieurs années qu'on vient à la NRF, on commence à reconnaître des personnes. Alors, les stands, oui, les techs on les connaît, mais on reconnaît des personnes, etc. On se sent de plus en plus à l'aise, alors qu'il y a des centaines je crois même plus de 1000 stands, des centaines de conférences, etc. Donc à notre petit niveau, on commence à avoir nos repères.
Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et d'avoir écouté cette première journée à New York pour la NRF. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Peut-être qu'Adrien aura enfin trouvé sa petite pépite effet waouh. Peut-être que moi, j'aurais arrêté d'écouter des conférences géopolitiques. À demain. À demain tout le monde. Et puis Laetitia, on a oublié de dire, mais on se voit tous à Paris aussi. Enfin, en France. Alors, nous nous retrouvons bien évidemment en France et on revient nous en fin de semaine. Mais surtout, on va se voir le mardi 21 janvier prochain matin à Lille. On vous donne toutes et tous rendez-vous pour une grande restitution de Back From NRF. Alors, on vous mettra le lien dans la description et puis ensuite ce sera le jeudi 23 janvier en fin de journée. Là on sera plus sur un petit after work. On a 100 inscrits à Lille, 100 inscrits à Paris, on est déjà full, liste d'attente, mais bon, inscrivez-vous. Mais on fait quand même la pub. Allez-y, venez, plus on est plus. Alors, l'apéro, on devait être 15 et on a été 50 à New York. Inscrivez-vous et si vous voulez votre place, envoyez-nous un petit message parce qu'on est complètement soudoyable, quoi. Un petit compliment à Laetitia et un petit Adrien, je te bats un coup de boule si tu m'inscris pas, et puis ça fonctionne. Bon, allez, on vous kiffe et à demain, tout le monde. Ciao. T'as fait ton planning pour demain? Tu sais qui tu vas aller voir et les confs auxquels tu vas assister? Ouais. Alors attends, parce que moi en fait je suis un peu monomaniaque, donc en fait je me suis mis des petites confs autour de l'IA. En fait, parce que tout le monde se casse demain, mardi. surtout, on fait une superbe interview d'un gros éditeur français. On aura son CEO. On aura son CEO au micro. Ah ouais, non mais oui, on a deux. Ouais, bon, on a que les interviews canon. On a aussi une autre interview. Bon, bref, on verra. Mais en fait, c'est qui l'autre interview? Bah, ça compte par un S. Ah, on peut te dire. François Francesco. Ah ouais. C'est les couilles de dire. Allez, évident. Non mais on vous kiffe tout le monde, tous et tous des interviews géniaux. Oui, c'est vrai. Et vous êtes tous magnifiques, etc. Donc c'est top. Non, par contre, attends. Moi j'ai une question. T'as pris 0 goodies aujourd'hui? Mais en fait, ils sont nuls. Putain, on aurait dû en parler. Tu t'es pas d'accord? Je sais pas, j'ai rien vu. Non, j'ai rien vu, donc je sais pas. Non. Mais moi, par contre, il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien du tout. Ouais. Alors, d'habitude, il y a toujours. Il y a des mini sneakers et tout ça, mais c'est dégueulasse. J'ai rien vu, j'ai rien pris. Par contre, moi, j'ai senti un peu de racisme anti-brésilien. Pas du tout, j'adore le Brésil. Non, pas toi. Ah, d'accord. Je croyais que tu m'accusais. C'est des piques-assiettes, ils volent les goodies, ils parlent fort, machin, ils sont tous trucs. Non, mais vraiment, j'ai entendu plusieurs personnes. Ah, mais je savais pas. Bah, tu me dis oui parce que t'es au courant. Non, parce que j'ai discuté de ça. Non, j'ai eu aussi ce genre de retour. Ah ouais, je savais pas que c'était une mauvaise réputation. Ouais, bon. On vous aime les Brésiliens. Moi je pensais que tu m'accusais, moi je veux dire, mais pas du tout, moi ils me dérangent pas. Bon, ok. Je t'accuse en off, je t'accuse pas au micro. Ils mettent un peu leur sonotone très fort, mais c'est pas grave en fait. Non, mais attends. Moi j'ai parlé même avec un mec avec mes 4-5 mots de brésilien, de portugais. Non, moi ma journée elle commence à 11h30 demain. Ah ouais. Et toi, c'est quoi la Non, moi à 9h. Ah ouais. Bah écoute Laetitia, à demain alors du coup. À demain.